Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Je voudrais qu'on réécoute, on va réécouter Laurent Wauquiez qui a réagi sur l'affaire Drancy dans un instant, mais je voudrais qu'on réécoute cet extrait de Gérald Darmanin, si vous le permettez, garde des Sceaux, qui s'était exprimé, qui a répondu à une longue interview, lors d'un podcast, le podcast Légende. Gérald Darmanin, de garde des Sceaux, dit en substance, vous allez l'entendre, qu'il n'y a plus un endroit en France où on est en sécurité. Je pense qu'il y a plus de lieux safe en fait. Donc je pense que ce qui marque beaucoup les Français, c'est que ça s'est généralisé, métastasé quelque part. Vous voyez, c'est plus que dans les endroits où on cherchait le problème potentiel. On allait sur les Champs-Élysées à Paris, on savait qu'on pouvait éventuellement tomber sur un voleur ou un mouvement de foule. Aujourd'hui, n'importe où, vous vous dites, je peux tomber sur un voleur. Que si vous voulez une société sécure, il faut la reconnaissance faciale, par exemple. Incroyable, incroyable les mots du garde des Sceaux, ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui nous dit qu'en France, il n'y a plus un endroit où on est en sécurité. Il utilise un mot anglais, safe, qui euphémise un peu la formule, mais bien sûr. La réalité c'est fait est là. Exprès. Oui, je pense. C'est pour adoucir, ça fait passer la pilule, mais néanmoins, il n'y a pas un lieu où en France on peut se dire qu'on est en sécurité. C'est quand même terrible comme déclaration. Déjà, on est très loin du sentiment d'insécurité de Monsieur Dupond-Moretti qui disait pour que c'est un fantasme. Donc c'est un garde des Sceaux par essence. Alors un garde des Sceaux qui était avant ministre de l'Intérieur. Donc il réunit les deux bouts de la corde, si j'ose dire. Donc il a une vision assez large du spectre de l'insécurité en France. Et il dit un peu comme Gérard Collomb en son temps, qu'il a exprimé autrement, en disant, il dit que nous en sommes arrivés à une situation extrêmement explosive en France. C'est aussi ce que ressentent les Français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez des enfants, vous n'êtes pas tranquille. Il y a une intranquillité qui est vraiment sévère. Regardez Elias, il revenait d'un entraînement de foot, qui imagine que son enfant est en danger quand il revient d'un entraînement de foot. La jeune Philippine, elle revenait dans le 16e arrondissement. Dauphine. A priori, supposé un arrondissement bourgeois et cossu. Donc tout cela vient corroborer l'impression, ce qui étreint le cœur aujourd'hui des Français, et on voit bien que c'est un fait de société. Ceux qui le nient sont là contredits par celui-là même qui réunit toutes les informations. Mais on a envie de dire, ça, ce constat, les Français sont capables de le dire. Maintenant, c'est à vous, les gars, qui nous gouvernez, de faire en sorte que ça bouge. Mais on en parle avec Othmane Nasrou, qui est premier secrétaire, qui s'occupe de la campagne de Bruno Retailleau et premier secrétaire général délégué des LR, ancien secrétaire d'État. On en parlait avec lui. Effectivement, il y a des solutions. Le problème, c'est que le pays est bloqué. Le pays est bloqué, donc on ne peut rien faire passer pour l'instant pour que les choses s'améliorent. Nathan Devers. Oui, bien sûr. Alors, quand le ministre dit il n'y a plus de lieu safe, je crois que ça ne veut pas dire qu'il y a de l'insécurité partout. Ça veut dire l'insécurité peut arriver n'importe où. C'est comme ça que c'est une petite nuance, mais ça me semble important. Ensuite, comment lutter contre l'insécurité ? Oui, heureusement, on ne se fait pas tuer tout le temps et partout. Mais il faut observer ou enlever peut-être une chose, c'est que Moi, je ferais la distinction entre deux formes d'insécurité. Oui. Une insécurité qu'on pourrait qualifier d'individuelle. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est entre guillemets un loup solitaire de l'insécurité, qui va commettre des délits, des agressions physiques, etc. Là-dessus, il y a une politique pénale, ou avec des motifs, mais des motifs individuels. Il y a une politique pénale qu'on peut changer, il y a des choses à faire, mais structurellement, c'est difficile d'aller taper quoi que ce soit. Ensuite, il y a une insécurité structurelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les trafics de drogue, on sait que, je cite de mémoire, mais quasiment un délit violent sur deux, en France, est lié, de près ou de loin, au trafic de drogue. Ça veut dire ou bien commis dans le cadre d'un trafic de drogue, ou bien commis par quelqu'un qui appartient à une mafia de narcotrafic. Et là, je crois que l'État peut avoir une marge d'action qui est beaucoup plus forte. Parce que un individu, c'est très très difficile d'abord à détecter, à déceler. La question de la récidive, elle est complexe, et on sait que, quelles que soient les réponses de l'État, la récidive, en tout cas en l'état actuel du droit, des prisons, etc., la récidive, elle existe et elle est très importante. En revanche, le trafic de drogue, vous avez des entreprises entre guillemets, qui fonctionnent pour créer de l'insécurité, c'est leur but. Et là, il y a quelque chose où l'État peut, je crois, agir avec de la volonté et avec des effets qui peuvent être à plus court terme. Alors, il dit quand même, Gérald Darmanin, dans le même interview, qu'il y a des États qui sont très safe et qui utilisent, par exemple, la reconnaissance faciale. Mais ça aussi, il faut le faire valider. Et ça, c'est
Ça, c'est Nathan Devers, vous n'aimez pas. Non, mais c'est pas que j'aime pas. Ouais. C'est que je crois que ce qui est dangereux dans ce genre de situation, c'est que nous parlions tout à l'heure d'une série avec Gabriel, Black Mirror, série un peu dystopique. Sûr. Mais ce qui est dangereux dans ce genre de situation, c'est qu'il y a des technologies qui peuvent inventer un nouveau modèle de société. Ouais. Si on commençait à adopter vraiment à grande échelle la reconnaissance faciale, ça révolutionnerait notre société. Et souvent, quand les technologies comme ça s'imposent dans un pays, c'est jamais en tant que tel. C'est toujours initialement, soit pour une situation d'urgence, soit pour un cadre exceptionnel. Par exemple. Voilà, et on va dire au début, on le fait parce que c'est utile dans un cas précis pour lutter contre l'insécurité. Ouais. Donc là, dans les sondages, la grande majorité des Français va dire si ça nous permet d'être plus en sécurité, on peut pas être contre. C'est pragmatique. Et souvent derrière le pragmatique, il y a de l'idéologie. Et après, moi je trouve que la pente peut être assez glissante, qui va nous amener vers un tout autre modèle de société. Alors vous savez qu'en Chine, le crédit social, il a commencé sur des questions très concrètes. La question du fait qu'il y avait des gens qui trichaient pour avoir des emprunts bancaires. On s'est dit, on va peut-être, si la technologie nous permet de limiter ça, c'est bien. Alors la population a dit d'accord. Enfin, c'est pas une démocratie, mais en tout cas, on a accepté cela. Et à la fin, ça a créé un modèle complètement terrible qui ressemble aux pires séries de politique fiction. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, il faut faire attention quand on invoque des solutions magiques et le Moloch de la high-tech. Moi, je comprends, Gabriel. Vous êtes d'accord? Non, c'est intéressant. Non, mais d'une certaine façon, je suis d'accord parce que ce qui me frappe, c'est que nous avons une société qui finalement est devenue éminemment laxiste et qui, paradoxalement, devient de plus en plus répressive. Parce que le laxisme dans l'éducation, dans la justice, amène à la fin à une répression énorme. Vous voyez, les écoles, par exemple, on a quand même été biberonnés à l'interdit d'interdire, toutes ces philosophies, ces French theory. On arrive à des écoles où on se dit, on va fouiller les sacs pour voir s'il n'y a pas des couteaux, on va mettre des comment on appelle ça, des portiques, enfin, on a l'impression de passer le mur de Berlin, mais des miradors, enfin, c'est proprement effrayant. Dans une société qui est ouverte à tout vent, qui n'a plus de frontières, on installe des digicodes, un deuxième digicode, et parce que, en réalité, la frontière qu'on n'a pas mis autour du pays, on la met ailleurs, au plus près de soi, elle devient une oppression extrêmement forte. Donc, moi, je crois qu'il faut faire attention à ces solutions qui paraissent séduisantes, parce qu'on se dit... vous êtes d'accord avec Nathan Devers? C'est très rare. Alors là, mais franchement, attendez, sortez-moi un gong. Non, mais parce que je pense que c'est un peu voir les choses par le petit bout de la lorgnette. Ouais. Je pense qu'il faut se rendre compte que nous sommes dans une société ultra violente et que les causes en sont profonde. Alors, je serais sans doute pas d'accord sur un certain nombre de causes. L'immigration massive, le laxisme à l'école, le laxisme judiciaire, les pertes de repères en matière d'autorité. Et tout cela, on l'évacue, on n'y pense pas et on se dit on va mettre de la reconnaissance faciale. Mais ça, c'est soigner un micro-symptôme et pas soigner les racines du mal qui nous atteint aujourd'hui. Mais pour les soigner, ça prend du temps. C'est toujours pareil. Il y a une urgence à agir en France aujourd'hui. Oui, puis il faudrait déjà avoir le courage de poser le diagnostic. Oui, c'est vrai. Parce que c'est compliqué. Je vous rappelle, je veux pas faire d'envoyer de pique à Gérald Darmanin, mais c'était l'homme quand même des supporters anglais, de Kevin et Matteo. Il a un peu de mal avec la reconnaissance lui aussi des uns et des autres. Il y a une dimension, je crois aussi, c'est celle des multirécidivistes. Parce que en effet, quand on voit les faits de délinquance violente, les agressions physiques, les vols avec violence, enfin tout ça, très souvent, dans les faits de justice qu'on commente au quotidien, ça implique des individus qui présentent des profils qui sont des casiers judiciaires, qui sont des CV extrêmement longs et des profils souvent analogues. Ça veut dire des gens qui sont rentrés dans la délinquance, souvent par des petites choses, et l'État n'a pas réagi suffisamment vite, n'a pas réagi bien, a réagi parfois avec des condamnations, des procès qui mettent des années à arriver, et puis quand ils arrivent, il y a une peine qui est appliquée 3000 ans après, et n'a pas envoyé des signaux qui auraient permis de casser ces parcours, et donc ça a plongé les gens dans une délinquance qui est allée de plus en plus violente, et de la délinquance à la criminalité, il n'y a parfois qu'un pas. Je crois que ça, c'est un élément aussi du diagnostic qu'il faut faire et qui est extrêmement important. Bon, je voudrais qu'on écoute peut-être Laurent Wauquiez également, qui faisait des propositions, qui était à l'invité à la mi-journée de nos confrères de France 3 dans l'affaire Drancy. Vous avez évidemment vu ces vidéos d'une violence inouïe, de ces voyous qui n'ont plus peur des policiers, même quand ils sortent
leur arme. Vous savez qu'il y en a l'un d'entre eux a été obligé de sortir, de faire usage de son arme et a blessé un des rebelles, un des voyous. Écoutez ce qu'en pensait Laurent Wauquiez, c'était tout à l'heure sur France 3. Moi, j'ai regardé cette vidéo. Qu'est-ce que je vois? Je vois des policiers qui cherchent à mettre hors d'état de nuire des délinquants et qui sont attaqués. Toute une partie de la classe politique et médiatique s'offusque que des forces de l'ordre fassent leur métier. Et à l'arrivée, on a des forces de l'ordre qui, juste en France, ont maintenant peur. Ce voyou, qui s'est attaqué à ces policiers, qui soit soigné en ce moment très bien, mais ensuite qu'il aille directement de l'hôpital à la prison, parce que la place de quelqu'un qui s'attaque à des forces de l'ordre dans notre pays, ça doit être en prison. Je trouve que c'est absolument passionnant cette histoire. Vous savez, parfois quand on a des disputes à l'échelle individuelle, on se dit ce serait tellement bien s'il y avait une caméra qui filmait les choses, ça supprimerait la dispute puisqu'on tomberait d'accord sur la même version des faits. Or là, il y a eu une vidéo. Et ça n'enlève pas les clivages idéologiques parce que si vous observez le débat public, on a tous vu la même vidéo. Et vous avez des gens qui disent cette vidéo montre des violences structurelles, des policiers qui usent leurs armes contre des jeunes alors que c'était scandaleux, etc. Et d'autres qui disent l'inverse. Je trouve que c'est intéressant, ça en dit long sur la fracturation idéologique qui est devenue telle qu'on n'arrive pas à se réconcilier sur le fait simplement de décrire des images. Et ensuite, concernant ces images, en effet, on voit un policier qui utilise son arme dans une situation qui est plus que tendue, où il s'est fait lui-même agresser, frapper, l'un qui était bousculé. Ce que je trouve vraiment... Il y a une enquête qui est faite. Bien sûr. On verra ce qu'elle donnera, mais il y a des lois qui sont très précises en France sur l'encadrement de l'arme, pour l'encadrement de l'utilisation d'une arme pour les forces de l'ordre. C'est la loi notamment de 2017 qui fixe un certain nombre de critères. Quand ces critères sont remplis, le policier utilise son arme. C'est pas au policier, s'il respecte la loi, qu'on doit faire le reproche. La seule question qu'on peut poser, c'est la question de la loi de 2017. Donc la loi qui fixe les conditions sous lesquelles un policier peut utiliser son arme. Il y en a qui sont la légitime défense, la neutralisation d'un individu dangereux qui peut tuer quelqu'un d'autre, etc. Vous vous rendez compte ? On demande aux policiers de penser dans des situations d'urgence, alors pas aligner. Est-ce que j'ai le droit de vous rendre compte que là, on parle des policiers ? C'est ça. Et il y a 2-3 conditions dans cette loi qui peuvent être discutées, mais c'est pas aux policiers qu'on doit faire le reproche. Mais voilà, exact. Enfin, non, mais moi, ce qui vous avez vu les images, ils étaient dans une. Enfin, moi, je sais pas. Il y a une enquête de l'IGPN de toute manière qui rend. Non, mais vous imaginez l'enquête de l'IGPN. C'est quand même extrêmement lourd pour le policier qui a tiré. Donc, si vous voulez, lui psychologiquement, ou ses collègues doivent se dire, finalement, il aurait mieux valu détourner le regard et pas s'occuper de cette affaire, quitte à ce que dans ce rudeau urbain, il y ait des victimes, parce que c'est ça le sujet. Moi, vous avez raison de dire que la vidéo, chacun sa vidéo, comme la pièce de Pirandello, à chacun sa vérité, mais néanmoins, elle permet quand même à chacun de se faire son avis. Et ces faits se seraient passés il y a quelques années sans les réseaux sociaux et sans vidéo, eh bien, comme c'est toujours le narratif de la gauche qui est dominant, on aurait dit, voilà, il y a un policier qui a tiré sur un jeune qui était en train de faire un rodéo urbain, mais il faut bien que jeunesse se passe. Et d'ailleurs, regardez, ses voisins disent qu'il était très gentil, qu'il disait bonjour à la dame, donc c'est très mal. Là, on a tout vu. En plus, elle n'est pas tronquée, la vidéo, c'est-à-dire que on a eu des vidéos par le passé, on voyait seulement le moment où le policier tirait, où le policier mettait à terre l'individu. Là, on voit bien la somme d'insultes, on voit l'homme, poussé à terre. Les voyous ce qui veut dire quand même pour ceux qui continuent à soutenir ces voyous que on en déduit que pour eux, les policiers auraient dû se laisser piétiner en réalité et ne pas broncher, parce que c'était quoi la solution? Vous avez vu celui qui était à terre? C'est complètement terrifiant d'imaginer que certaines personnes en France, y compris des politiques, des élus, soutiennent ces voyous. On va continuer d'en parler, puis on va parler aussi du référendum, parce qu'Emmanuel Macron émet quelques réserves à la proposition de François Bayrou sur le budget. Il est 20h45 sur Europe 1.